parole en premier. Avant de faire entrer le témoin, la Chambre souhaite laisser la parole aux parties qui souhaitent présenter des observations sur la déclaration des souffrances et de préjudices de la partie civile faite avant la pause déjeuner. Allez-y. Maître Angoudon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'observation particulière sur la déclaration de la partie civile, mais j'ai une question à poser à la Chambre. Pendant la déclaration de la partie, dans sa déclaration, la partie civile a décrit des événements qui sortent du cadre du procès 002/01. Et j'aimerais savoir si, dans l'exercice de son droit d'expression de ses souffrances, une partie civile peut-elle faire des déclarations ou faire référence à des événements qui sortent du cadre du procès, et surtout, cela servira-t-il plus tard quand on considère que les parties n'ont pas eu la possibilité de mettre ces déclarations à l'épreuve? Le Président. D'autres parties souhaitent-elles faire des observations? Ou souhaitent-elles réagir plutôt à l'observation de Maître Angoudon? La partie civile, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, simplement, il me semble que nous avons discuté ce point hier, que la Chambre nous a laissé la possibilité, à la partie civile de s'exprimer sur le cas numéro 2 et que la Chambre attend de notre part un document que nous sommes en train de rédiger sur ce sujet. J'ajouterai également qu'il me semble que toutes les parties ont profité ce matin et ont usé d'ailleurs de la possibilité d'interroger cette partie civile sur tout le cas numéro 2, en particulier la défense de Nunchia, qu'il a interrogé, je crois, sur tout le cas numéro 2. Donc, toutes les parties ici ont pu mettre à l'épreuve la partie civile et vérifier la véracité de ce qu'elle disait. Donc je crois qu'il n'y a pas de difficulté. Le Président. Merci. Nous avons en effet déjà évoqué la question hier. Nous avons discuté de la déposition de la partie civile et
la déclaration de souffrance et de préjudice subie par la partie civile. Mais, à des fins de précision et de clarté, la Chambre se prononcera en temps utile une fois qu'elle aura été saisie de la demande écrite des co-avocats principaux pour les parties civiles. En effet, les instructions en ce sens ont déjà été données, ce qui permettra à la Chambre de se prononcer. Pour ce qui est du poids accordé aux dépositions, la Chambre informe les parties que pendant l'interrogatoire, il faut que les faits sur lesquels portent les questions respectent le cadre du dossier 002/01. La Chambre a confiance qu'elle sera à même d'apprécier les faits pertinents pour le dossier 002/01 et /02 le temps venu. Et c'est ainsi que la procédure suivra son cours. Huissier d'audience, veuillez faire entrer le TCW 362 dans le prétoire. Le président. La Chambre est saisie d'un document par lequel Ieng Sary renonce à participer directement au débat pour 10 témoins, y compris certaines parties civiles et le témoin présent TCW 362. Elle a aussi en sa possession un rapport de l'hôpital indiquant que Ieng Sary est toujours hospitalisé à l'hôpital de l'amitié khmero-soviétique. Et pour ces raisons, Ieng Sary renonce à participer directement à l'audience pour certains témoins. Il faut toutefois noter que Ieng Sary est apte mentalement et nous pouvons ainsi entendre le témoin TCW 362 en l'absence de Ieng Sary. La Chambre informe aussi les parties à la procédure que le conseil d'office du témoin, M. Lumbonghen, Maître Lumbonghen. Bonjour, Monsieur le témoin. Comment vous appelez-vous?
Le témoin. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Kong Kim. J'habite après Tang Nong, sous-district de Chip, à Kampong Chhnai. J'ai 4 enfants. Question. À part Kong Kim, avez-vous des alias, des surnoms? Réponse. On m'appelle aussi Que. Question. Quelle est votre profession? Réponse. Je siège au conseil de commune. Question. Comment s'appelle votre père? Il s'appelle Tu Long, il est décédé. Question. Et comment s'appelle votre mère? Elle s'appelle Leng Kia. Elle est décédée, elle aussi. Question. Et votre épouse? Réponse. Elle s'appelle Teng Mot. Merci, Monsieur Kong Kim, dit le président. Le greffier de la Chambre de première instance a indiqué que vous n'avez à votre connaissance aucun lien de parenté ou par alliance avec une des parties à la procédure, y compris les accusés, à savoir Nguyen Chia, Yang Sari et Khieu Samphan. Est-ce exact? Réponse. En effet, Monsieur le juge. Question. Monsieur Kong Kim, avez-vous prêté serment avant de venir à la barre des témoins? Réponse. En effet, j'ai déjà prêté serment. Question. Et quand avez-vous prêté serment? Et où était-ce? Réponse. Je viens tout juste de le faire. Tout juste avant de comparaître devant la Chambre. Question. Cela s'est-il fait devant le génie à la barre de fer? Réponse. En effet. Le président, merci, monsieur. Le témoin de la Chambre vous informe à présent de vos droits. Monsieur Kong Kim, en qualité de témoin, lors de votre comparution, vous pouvez choisir de refuser à toute question dont la réponse tendrait à vous incriminer. Vous jouissez donc d'un droit contre l'auto-incrimination. En tant que témoin, vous avez la responsabilité de répondre aux questions des parties et des juges et de dire la vérité. Vous pouvez refuser toutefois de répondre à toute question vous invitant à donner une réponse qui tendrait à vous incriminer. De même, vous devez répondre aux questions sur la base de votre expérience, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez observé directement à l'époque des faits. Monsieur Kong Kim, avez-vous jamais été interviewé par des enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction dans les dernières années? Réponse. J'ai parlé avec des enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction chez moi.
dans mon domicile. Le président, vous souvenez-vous de la date de cet entretien? Réponse. Je crains ne pas me souvenir de la date exacte. Question. Avant d'entrer dans le prétoire, Monsieur Kong Kim, avez-vous consulté le procès-verbal de votre audition devant les co-juges d'instruction afin de vous rafraîchir la mémoire? Réponse. Oui, monsieur le juge. J'ai lu ce procès-verbal et les questions et réponses qui y sont consignées. Et je l'ai fait moi-même. Question. D'après vos souvenirs, ce procès-verbal est-il conforme à ce que vous avez dit aux enquêteurs? Réponse. Oui. Cela correspond à ce que j'ai dit au juge d'instruction. Le président. Je vous remercie, monsieur le témoin. La Chambre laisse à présent la parole à l'accusation et vous informe que il vous est alloué ou plutôt que vous pouvez commencer en premier. Vous avez la parole. L'accusation. Bon après-midi, monsieur le président, madame, messieurs les juges. Bon après-midi, monsieur le témoin. Et bonjour aux parties à la procédure. Aujourd'hui présente dans le prétoire. Je représente le bureau des coprocureurs. Et j'ai quelques questions à vous poser. Avant de commencer, avec l'autorisation de la Chambre, j'aimerais remettre au témoin une version papier de son procès-verbal d'audition devant les co-juges d'instruction. Et la raison pour laquelle j'aimerais lui remettre, c'est pour m'assurer qu'il ait accès aux documents. Le président. Veuillez donner la cote du document, je vous prie. Le procureur. Monsieur le Président, il s'agit du document D166, barre 74. 76. Barre 67. Le président. C'est 24 ou 26? Veuillez répéter, je vous prie. Le procureur. Il s'agit du document D 166 barre 76. Le procureur, je regrette. En effet, il s'agit du document D 166 barre 74. Le président. Je vous en prie, allez-y, huissier d'audience, veuillez remettre le document. Lô Công Kim, ai lâu ní lô mình toàn chăm bách. Le procureur. Monsieur Kong Kim, peut-être le moment n'est pas encore venu pour vous de consulter le procès-verbal de votre
audition devant le juge d'instruction, j'aimerais d'abord vous poser quelques questions. Pouvez-vous dire à la Chambre la date à laquelle vous avez rejoint l'armée? Réponse. Je suis entré dans l'armée en 1974. Question. Quel âge aviez-vous? Réponse. J'avais 15 ans à l'époque. Question. Veuillez, je vous prie, décrire la structure militaire de la zone nord, division 310. Et veuillez expliquer à la Chambre quelles étaient vos tâches avant 1975, avant le mois d'avril de l'année 1975. Réponse. Je suis entré dans l'armée en 1974, comme je l'ai dit, à Kampongton. Par la suite, j'ai été transféré au complexe militaire de la zone nord. Puis au début de l'année 1975, j'ai été transféré une fois de plus. Cette fois-ci, c'était à Pregdam. Pour participer au combat qui menait jusqu'à Phnom Penh. Question. Avant le 17 avril 1975, aviez-vous jamais assisté à des réunions militaires? Réponse. En effet, j'ai assisté à des réunions militaires. Mais au niveau du bataillon et de la compagnie. Et du sous-groupe. Je n'ai jamais participé à des réunions au niveau du régiment. J'étais très jeune à l'époque. Question. Vous souvenez-vous qui animait les réunions? Réponse. Pendant les réunions, Pon, qui était le chef de peloton, était celui qui présidait la réunion. Et un autre chef de groupe du nom de Lam, qui lui aussi présidait les réunions. Question. Vous souvenez-vous des sujets débattus lors de ces réunions? Réponse. Pendant les réunions, on nous expliquait le plan d'attaque sur Phnom Penh. Il s'agissait des tactiques militaires. On nous expliquait la façon d'être prêt à lancer l'assaut sur la ville. Question. Quels étaient les ordres que vous avez reçus à l'époque? Réponse. On m'a donné l'ordre d'aller rejoindre les forces pour l'attaquer Phnom Penh. Par les champs de bataille de Prek Pneu, Prek Pranya et d'autres champs de bataille qui menaient à Phnom Penh. Question. Veuillez, je vous prie, consulter les documents que je vous ai remis. En particulier la question-réponse numéro 3.
sereine, pertinent. En Khmer, 0027 0163. En anglais, 00 27 86 81. Et en français, 00 48 60 96. Permettez-moi de citer le procès-verbal. J'ai reçu des ordres de tuer sur le champ toute personne habillée comme un soldat. Ma question est donc la suivante. Qui vous a donné cet ordre de tirer à vue? Réponse. Je l'ai reçu du chef de peloton, le camarade Pon. Et c'est la compagnie qui a donné l'ordre. En tant que jeune soldat, je n'avais pas participé à la réunion où l'ordre avait été décidé. En tant que membre de peloton, je recevais mes ordres des échelons supérieurs. Question. Comment cet ordre a-t-il été communiqué? Cela a été fait dans le cadre de réunions ou par d'autres moyens? Réponse. En général, les ordres étaient donnés lors des réunions. Et aussi, des ordres pouvaient être donnés sur le champ de bataille. Et si donc nous devions croiser des ennemis en face de nous, il fallait les tirer à vue. លោកបានមានប្រសាសន៍មិញថាឲ្យតែជួបប្រជាជននៅខាងមុខជួរមុខទាហានរបស់លោកឬមួយក៏ Question. Si vous rencontriez des gens qui bloquaient la voie, ou si vous croisiez des soldats devant vous, vous deviez tirer. Est-ce bien ce que vous êtes en train de dire? Réponse. Oui, nous avons reçu l'ordre de tirer. Mais comme je l'ai dit, nous étions les soldats Khmer Rouge. Et les soldats que nous devions attaquer étaient les soldats de Lon Nol. Ils étaient considérés comme des soldats étrangers. Question. ចំពោះមុខប្រជាជនធម្ម Vous avez reçu cet ordre. Est-ce que vous avez appliqué cet ordre également contre les civils ou n'avez-vous tiré que sur les soldats de Lon Nol? En d'autres termes, avez-vous obéi à l'ordre reçu? Réponse. Lorsqu'on a reçu l'ordre, j'étais sur le champ de bataille. Je n'ai pas rencontré de civils. Je n'ai rencontré que des soldats. Nous avons eu des combats avec des soldats et nous n'avons jamais vu de civils sur le champ de bataille. Question. J'aimerais approfondir un peu ce domaine. Donc, votre escouade a tué des civils ainsi que des soldats de Lon Nol. J'aimerais savoir, avant que les soldats de Lon Nol ou les civils soient tués, est-ce qu'ils ont agité des drapeaux blancs pour capituler ou bien est-ce qu'ils ont battu en retraite? Si vous vous tournez vers la question
7. Question le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. Conseil national de défense pour M. Kyo Sampang désire s'exprimer. Je vous en prie, maître. Maître Consommand. Merci, Monsieur le Président. Le procureur national vient de dire que la déclaration du témoin qui était devant nous stipulait que les soldats de son escouade devaient tuer les civils même s'ils agitaient des drapeaux blancs pour se retirer. Mais en fait, ce n'est pas ce que le témoin a dit. Le témoin n'a pas dit cela, Monsieur le Président. L'accusation. Dans la question que j'ai mentionnée, l'enquêteur du bureau des co-juges d'instruction a demandé aux témoins si, lorsqu'ils ont pris l'offensive contre Phnom Penh, si son escouade avait tiré ou abattu des civils. Et à ce moment-là, il a mentionné dans sa déclaration que pendant les échanges de coups de feu, il arrivait habituellement que certaines personnes soient tuées tout en n'étant pas la cible des soldats. Et donc je voulais qu'il m'explique que lorsqu'il tirait sur les soldats et les civils, si ces personnes avaient oui ou non agité des drapeaux blancs ou Et si c'est le cas, est-ce qu'ils ont quand même abattu le président? Monsieur le procureur, veuillez s'il vous plaît fonder votre question très précisément sur un extrait de la déclaration du témoin, car à ma lecture de la déclaration du témoin, les faits n'apparaissent pas dans l'ordre que vous avez décrit pour le témoin. Je vous conseille de vous référer à une question précise figurant dans le procès-verbal écrit de l'entretien, et en particulier, vous devriez mentionner la cote ERN spécifique se rapportant à cela, afin que les autres parties puissent se tourner vers la partie pertinente du texte. C'est pour cette raison que le Conseil de la défense de M. Kyo Sampang a soulevé la question qu'il a soulevée. L'accusation, je vous remercie, Monsieur le Président. Si vous pouvez vous tourner vers la question 7. Donc, je reprends l'ordre de ce procès verbal d'entretien. En Khmer, 00 22 01 64, français 0048 60 97, en anglais 00. Le président, pouvez-vous s'il vous plaît reformuler votre dernière question et la fonder sur la substance même du procès verbal d'audition du témoin? Vous devez être précis quant au passage sur lequel vous fondez vos questions, parce qu'il semble là que vous soulevez un point tout à fait nouveau et vous dites que c'est la question numéro 7. Mais les autres parties ne connaissent pas nécessairement l'ordre des questions dans le procès verbal. L'accusation, merci Monsieur le Président. Je repose donc ma question. Vous nous dites dans votre déclaration que lorsque j'ai tiré, j'ai dû atteindre certains, mais je n'ai jamais délibérément tiré pour tuer qui que ce soit. Et donc, ma question est, lorsqu'il y a eu des échanges de coups de feu, vous tiriez sur les soldats, ou est-ce que vous continuiez à tirer et à les abattre, même s'ils avaient levé un drapeau blanc? Le président, je note que le Conseil international de la défense du Nunchea demande la parole. Je vous en prie, maître. Merci, Monsieur le Président. Je pense que les choses seraient plus claires si le procureur cambodgien pouvait nous lire la question posée avant la réponse à laquelle il fait référence. La question qui a été posée était, pendant l'attaque sur Phnom Penh, est-ce que vous, votre escouade, ont abattu des soldats ou des civils
Et la réponse, c'est quand j'ai tiré, j'ai dû en abattre et en tuer certains, mais une fois capturé, je n'ai jamais abattu quiconque. Je crois que ceci clarifie substantiellement la réponse du témoin par rapport à la question de savoir s'il avait abattu des militaires ou des civils. Il a répondu que pendant les affrontements militaires, il n'avait aperçu ou rencontré aucun civil. Je pense que ceci permettrait de préciser les choses. Le président, je vous remercie. Monsieur le procureur, souvenez-vous que vous ne disposez pas d'une durée limitée de temps pour poser vos questions et que vos questions depuis la première ne sont pas parfaitement claires. Des observations ont été faites par les autres parties à ce sujet. Veillez, s'il vous plaît, à ce que vos questions soient précises et claires. En outre, la question que vous avez formulée maintenant est un peu différente de la déclaration qui figure au procès-verbal suivant l'entretien avec les enquêteurs de l'Office des co-juges d'instruction. Vous avez posé une question littérale visant à savoir si le témoin avait tiré, tué des soldats et des civiliens. Cette question, en fait, est de nature à incriminer le témoin. Monsieur Weinhardt, je vous remercie, Monsieur le Président. Maître Weinhardt. Je vais reformuler la question. La même question. Vous avez dit aux enquêteurs, j'ai dû toucher et tuer certaines, j'ai dû en tuer ou toucher certains, mais je ne peux pas le dire avec certitude, donc c'est ce que vous avez déclaré. Ma question est la suivante. Lorsque vous avez tiré et atteint ces soldats, est-ce que vous avez tiré sur eux dans un échange de coups de feu ou bien avait-il déjà agité un drapeau blanc en signe de capitulation? Voilà la question que je voudrais vous poser afin que vous puissiez éclairer la Cour sur ce qui s'est passé. Réponse non. Le procureur. Monsieur le témoin, avez-vous compris ma question? Si ce n'est pas le cas, je vais tenter de la simplifier. Réponse. Sur ce point précis, selon les ordres reçus, nous devions attaquer, les attaquer. Mais les tirs contre les soldats et les civils, c'était dans le feu de l'offensive sur Phnom Penh. À ce moment-là, nous avons tiré et abattu sur des civils. Il y avait des affrontements partout dans la ville. On ne pouvait pas être totalement sûr que ces personnes avaient agité des drapeaux blancs. Certains s'étaient rendus et battaient en retraite, mais d'autres se dissimulaient parmi eux, donc on ne savait pas vraiment sur qui on tirait à tout moment. Donc le document Khmer 00, le procureur 27 00 27 25 en français 00 88 60 97. Question numéro 11. Dans le procès verbal, je vais lire cette portion. Réponse. J'ai vu des corps qui flottaient dans l'eau. J'ai vu quelques corps de soldats de Lon Nol et aussi les corps de personnes qui étaient mortes dans la rue. Certains avaient des vêtements tachés de sang, d'autres avaient été écrasés par nos véhicules qui s'y dirigeaient vers le pont de
le pont de Chai Chengwa. Vous dites que vous avez vu, question, vous dites que vous avez vu des corps. Pourquoi n'avez-vous pas transporté ces corps pourquoi êtes-vous pas passé sur ces cadavres? Était-ce parce qu'il y avait trop de cadavres éparpillés le long de la rue et que vous ne pouviez pas les éviter? Réponse. Le jour de l'offensive sur Phnom Penh, nous étions à bord de camions et à ce moment-là, les camions ne transportaient pas des civils, ces camions transportaient des soldats. Il fallait faire arriver des renforts dans la ville pour pouvoir capturer la ville. Notre mission était ainsi définie et il fallait se rendre d'un point à l'autre. En même temps, les soldats étaient perdus par rapport à la géographie de la ville. Donc ce qu'il fallait faire, c'était trouver des points de ralliement vers des cibles spécifiques qui avaient été fixées. Voilà. Question. Je voulais simplement savoir pourquoi vous n'avez pas tout simplement évité les corps qui jonchaient la rue. Pourquoi avez-vous estimé qu'il fallait passer dessus avec vos véhicules? Comme je l'ai dit dans ma déclaration, la situation était très chaotique, tout allait très vite. Les cadavres étaient jonchaient toute la rue à un endroit ou à un autre. Ce n'était pas moi qui conduisais, moi j'étais dans le camion. Il y avait un camion, on a essayé d'éviter de les écraser, mais de temps en temps on ne pouvait pas éviter de passer dessus parce qu'il y en avait partout. Question, je vous remercie. Poursuivons. Lorsque vous avez pris la tête de votre escouade et de vos troupes pour entrer Phnom Penh, vous avez finalement capturé Phnom Penh. Est-ce que vous avez bénéficié d'une promotion à un grade supérieur? Réponse. Pendant les combats pour capturer Phnom Penh, je n'avais pas de grade. J'étais un soldat de base. Donc, 0027 01 64 en khmer, en français 0027 86 82 anglais, donc en français 00 48 60 97. Vous déclarez ici que lorsque vous êtes arrivé en ville, vous avez chassé les habitants de leur maison, que vous avez fouillé toutes les maisons de la ville pour en chasser les habitants. Je voudrais savoir si, quand vous avez accompli cette mission, vous aviez reçu un ordre de quiconque et si c'est le cas, de qui émanaient les ordres. Réponse. Lorsque je suis arrivé dans Phnom Penh, nous devions nous établir face à une cible donnée qui avait été fixée. Les forces n'avaient pas été mobilisées pour fouiller les maisons. Nous devions contrôler notre secteur. Et à Phnom Penh, à ce moment-là, la situation était chaotique. Il y avait encore des soldats de Lon Nol et des soldats de Khmer Rouge en présence. Donc, comme nous avons pénétré dans Phnom Penh, nous devions assurer le contrôle de nos propres forces. Après cela, des instructions sont arrivées au peloton émanant du commandement de la compagnie et du bataillon, et d'autres forces ont reçu la tâche d'expulser la population de la ville. Cependant, il y a des gens qui étaient restés dans leurs habitations, notamment ceux qui habitaient dans les étages supérieurs des immeubles. Les soldats qui étaient basés à Phnom Penh ont donc dû entreprendre la fouille, la dernière fouille, pour être sûr que tout le monde avait été expulsé et avait quitté son logement. L'accusation, merci. Question.
Donc, avez-vous reçu des ordres particuliers sur la manière de traiter ceux qui résistaient à l'ordre d'expulsion? Quelles étaient les consignes émanant de vos supérieurs? Réponse. Il y avait un plan d'évacuation de la population hors de Phnom Penh. La grande majorité de la population a quitté la ville. Seule une petite minorité est restée dans leurs habitations. Les soldats ont reçu pour tâche de procéder à la fouille finale. Et lorsque nous avons entrepris cela, nous avons rencontré des soldats. Il y a eu des échanges de coups de feu, nous les avons abattus. Mais en ce qui concernait les civils, nous devions leur faire descendre les étages et les amener dans la rue pour qu'ils puissent être expulsés. C'étaient les ordres qui émanaient de la compagnie et du peloton, et j'étais sous les ordres de Holmes, qui était le commandant rattaché à mon escouade et à ma section. Question dans le même document en anglais 00 27 01 65 en khmer, en anglais 0027 86 83 en français 00 48 60 97. Pour vous faciliter la tâche dans votre document, la question est la question numéro 12. La question posée par l'enquêteur était: est-ce que vous avez vraiment reçu des ordres visant à ce que la population quitte leurs habitations, et s'ils ne les quittaient pas, il fallait exécuter ceux qui faisaient partir? Réponse: oui, l'ordre a réellement existé, il venait de Taïm comme d'habitude. Est-ce que vous persistez par rapport à cette déclaration? Réponse. Jim était un chef de bataillon, un commandant de bataillon. Lorsque la première vague de population de la ville a été évacuée, un deuxième ordre de fouille de toutes les maisons pour trouver ceux qui résistaient à l'évacuation et de trouver des ennemis. Il y avait donc des ordres qui ont parcouru toute la hiérarchie militaire jusqu'au niveau du peloton pour s'assurer qu'il ne restait plus personne à part nos soldats dans la ville. Et en ce qui concerne ceux qui n'étaient pas nos soldats, étaient considérés comme nos ennemis. Mais en réalité, je n'ai personnellement jamais capturé aucun de ceux-ci, et je n'en ai pas non plus tué. Mais nous avions effectivement reçu un ordre. Question. Du fait de l'urgence de l'évacuation de la population pour leur faire quitter Phnom Penh, qu'avez-vous dit aux civils lorsque vous leur avez ordonné de quitter leur logement? Comment avez-vous exprimé l'ordre d'évacuation? Réponse. Une fois reçus les ordres et le plan d'évacuation, mon escouade n'a pas eu pour tâche de procéder à l'évacuation de la population. Un détachement spécial a eu la tâche d'évacuer la population de la ville. Tous mes soldats devaient se poster près d'une cible donnée pour en assurer la défense. Une fois que l'évacuation a eu lieu, il restait une minorité de la population qui était restée en arrière, et nous devions nous assurer que ces personnes avaient également quitté la ville. L'accusation, je vous remercie. Je passe à ma prochaine question. Vous dites que certaines personnes ont quitté la ville plus tard que les autres et que votre tâche était de vous assurer qu'ils étaient bien partis. Qu'en était-il des hôpitaux? Est-ce que vous vous êtes rendu dans les hôpitaux? Est-ce qu'il y avait des patients ou des personnes qui étaient restées derrière dans les hôpitaux? Réponse.
Lorsque je suis arrivé à Phnom Penh, j'ai reçu l'ordre de défendre mon poste et j'ai été cantonné face à ce poste. Personnellement, je n'en sais rien, je ne me suis jamais rendu à l'hôpital. On nous a fixé un lieu précis que nous avions à défendre. Et donc, nous n'avions pas l'autorisation de nous déplacer ailleurs selon notre bon vouloir. Nous avons dû, en fait, tenir notre position comme on nous avait ordonné de le faire. Question. J'ai encore une dernière question à vous poser. En ce qui concerne l'évacuation de la population, avez-vous à aucun moment été le témoin de groupes d'enfants attendant leurs parents, père ou mère, et qui ne voulaient pas partir car ils insistaient qu'ils voulaient attendre leurs parents? Avez-vous à quelconque moment été confronté à une telle situation? Réponse. Lorsque le plan d'évacuation de la population a été mis en œuvre, les rues de la ville étaient remplies de population quittant la ville. C'était très chaotique. Nous n'avons pas vu de groupes séparés d'enfants dans la rue. Question. Je vous remercie, M. Kong Kim, d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Je n'ai plus d'autres questions et je vais donc à présent donner la parole à mon conseiller international qui va poursuivre l'interrogatoire du témoin. Good afternoon, Your Honours. Bon après-midi, mesdames et messieurs les juges, monsieur le président, chers collègues, monsieur Kon Kim, je vous remercie d'être venu aider la Cour à établir la vérité et je vous remercie d'avoir répondu aux questions de mon collègue. Je vais poursuivre la ligne des questions qui ont déjà été posées pour pouvoir les approfondir. Je vais commencer par l'ordre ou les ordres qui ont été communiqués aux membres de votre division. Alors, vous avez déjà parlé de ces ordres à mon confrère. Ce que j'aimerais savoir, c'est la manière dont ces ordres étaient communiqués. Dans votre déclaration D166/74, il y a un passage pertinent dans le RN Khmer 00270-164, français 00486-096, anglais 00278-682. Et c'est un passage où la question est posée: est-ce que vos supérieurs vous ont donné une ligne de conduite par rapport aux soldats capturés et à la population civile? Réponse: à ce moment-là, j'ai reçu l'ordre de ne pas prendre de prisonniers, de ne pas capturer. Toute personne se trouvant dans la périphérie de défense de la ville devait être abattue. Dès qu'il s'agissait de soldats qui soient positionnés, il fallait les tuer. Ces ordres venaient du commandant de la division nommé Un et ont été transmis par le commandant de régiment Song et par le chef de bataillon Yim pour arriver jusqu'à moi. Ma première question est: vous avez mentionné tout à l'heure Un, le dénommé Un. Pouvez-vous nous confirmer c'est le commandant de division qui a émis l'ordre
et que l'ordre vous a été transmis pour exécution, soit de ne faire aucun prisonnier. Réponse. Lorsque j'ai reçu l'ordre, en fait, l'ordre que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu de l'échelon supérieur. Je savais que Un était le commandant et que Song venait, était le chef de bataillon et que Jim était le chef de bataillon. Lorsque l'ordre est arrivé, mais moi je n'ai participé à aucune réunion avec au niveau du régiment ou du bataillon. Je n'ai participé à des réunions qu'au niveau de mon peloton. Question, merci. Oui, mais comme vous indiquez dans votre déclaration que l'ordre émanait de le chef de division, pouvez-vous nous dire comment vous avez su d'où provenaient les ordres? Comment avez-vous su que c'était le commandant du régiment, le commandant de la division? Pardon, réponse. Je l'ai appris par le biais du plan donc les responsables de la compagnie ont indiqué que les ordres émanaient de la division et que les échelons inférieurs de la structure militaire avaient pour fonction d'exécuter ces ordres-là. Et est-ce qu'il était courant, dans le cadre de vos activités militaires, de recevoir des informations émanant du commandement de la division? Est-ce que c'était un fonctionnement normal dans tous les combats, ou bien est-ce que c'était une méthode spécifique qui a été appliquée à ce moment-là? Réponse. Pendant les combats, nous n'avons jamais rencontré en personne le commandement de la division ou du régiment, ni leur commandant ou au niveau même du bataillon. Nous avons reçu les ordres du chef de peloton ou de compagnie. Nous n'avons jamais été en présence des autres. Nous avions des groupes différents qui pouvaient nous communiquer des ordres ou nous faire communiquer des ordres. Am I correct in understanding? Question. Ai-je raison de comprendre, et veuillez me dire si ce n'est pas le cas, que toutes les opérations militaires au sein de votre division étaient commandées par Un, Ta Un. Réponse. En effet. Question. Savez-vous qui était le supérieur de Ta Un? Réponse. Comme je l'ai dit, je ne connaissais personne à partir du niveau du bataillon et jusqu'à la division. Je ne connaissais que ceux qui étaient en charge des pelotons et de la compagnie et rien d'autre. Le procureur. Merci, peut-être reviendrons-nous sur le sujet de Ta Un par la suite. We'll look at your statement again, and this is at...
Si l'on pouvait porter votre attention à votre procès verbal à 002 27 01 64 en anglais, en khmer, en français 0048 60 97 et en anglais finissant par 82, vous y indiquez que votre escadre devait contrôler la partie nord Nous devions mener des fouilles et trouver les gens. Il n'y avait pas de règles contre le fait de tirer. Je n'ai d'ailleurs jamais vu personne être puni pour l'avoir fait. Certaines personnes avaient des réticences et ne tiraient pas. Ceux qui n'en avaient pas, eux, tiraient. Pouvez-vous me dire comment vous saviez que certains des soldats tiraient sur les gens dans la ville? But ពេលដែលទទួលទៅតាមសញ្ញាគឺថាគ្មានបទបញ្ជាឬគ្មានវិន័យអំពី Réponse. Différents endroits, il n'y avait pas de règles particulières nous interdisant de tirer sur les gens. Et dans le cadre des opérations, il arrivait de croiser des soldats, des poches de résistance qui échangeaient des tirs avec nous, et il était difficile d'éviter des morts. Il arrivait qu'il y ait des échanges de tirs quand les gens se retrouvaient au milieu des tirs, et donc cela a donné lieu à des décès chez les civils. Si l'on pouvait passer au passage suivant, celui que je viens de lire. Vous dites, pour ce qui est de conduire les gens à l'extérieur, c'était difficile, car il restait des soldats de l'ONU et qui jetaient des grenades d'en haut et qui tuaient des soldats Khmer Rouge. Et certaines personnes en haut ont refusé de quitter. On a donc reçu l'ordre de couper l'eau et l'électricité pendant 2 semaines. Et nous avons capturé ceux qui sont descendus des édifices et nous les avons envoyés à nos supérieurs. Puis-je vous demander combien de temps après le 17 avril avez-vous reçu l'ordre de couper l'eau afin de débusquer les gens? Réponse. Après la libération, nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas facile d'évacuer ceux qui restaient et qui vivaient dans les étages supérieurs des bâtiments, qui pouvaient toujours cuisiner du riz parce qu'il y avait encore de l'eau courante. Donc, c'était le plan de la division qui ont été donnés à notre peloton de couper l'arrivée d'eau de sorte que les gens n'aient plus accès à l'eau. Et les soldats pouvaient aussi utiliser les eaux stockées dans les réservoirs. Mais il n'y avait plus d'eau courante. Et c'est l'ordre que j'ai reçu. L'accusation. Merci. J'aimerais vous poser des questions sur un autre entretien dont nous avons une version. Vous souvenez-vous d'avoir donné une entrevue à des responsables du
centre de documentation du Cambodge en juillet 2002. Réponse. Oui, je m'en souviens. Le procureur. Mesdames, Messieurs les juges, nous avons au dossier la transcription de cet entretien. Il s'agit du document 19.96 qui a plus de 50 pages en khmer. J'aimerais, avec la permission de la Chambre, remettre la version papier de ce document au témoin et lui poser quelques questions. Le Président. Je vous en prie. Huissier d'audience, veuillez remettre le document en question au témoin. Thank you, Your Honours. Mr. Kung Kim, I'm not sure whether you have seen this document before. Monsieur Kung Kim, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce document. Il s'agit d'une transcription d'un enregistrement de l'entretien. Donc, tout d'abord, pouvez-vous nous dire si vous avez déjà vu ce document? Réponse. Le document que j'ai sous les yeux, c'est la première fois que je le vois. Le Président. Monsieur l'audience, veuillez retirer le document des mains du témoin. Just to confirm, le procureur. Pour confirmer, monsieur le témoin, vous dites vous souvenir de l'entretien. Il semblerait que ce soit la transcription faite par la suite de l'entretien. Je suis surpris que vous n'ayez pas vu la transcription, certes. Dans ce document, on parle des mêmes sujets dont on parle aujourd'hui. J'aimerais voir si vous pouvez me donner plus de détails. and this is a section that Il s'agit d'un extrait, enfin d'un moment dans l'entretien où l'on discute du sujet des soldats de la République khmer. Selon cette transcription, vous auriez dit ce qui suit. Les soldats de mon unité. Moi, je vais donner les URL, je regarde. Donc, en khmer, 000 54 54 83 4. En français, se terminant par 50. Et en anglais, 00 633 874. En français, donc le RN 00 40 37 50. 00 40 33 50. Les soldats de mon unité venaient tout juste de la forêt dans des uniformes faits de polyester. Nos uniformes à nous étaient minces et verts. Notre casquette était faite de fils différents. Et certains soldats, une fois sur place, étaient fous de joie. Ils étaient ivres et quand ils voyaient les uniformes militaires tout neufs, ils se les mettaient sur eux. Et ça confondait. Donc ils se sont tirés dessus. Et plusieurs soldats sont morts pendant cette confusion. of some of your soldiers or some of the Khmer Rouge soldiers. Bon, tout d'abord, laissez-moi poser des questions par rapport à des soldats Khmer Rouge qui avaient mis les uniformes des soldats d'Onnol et qui avaient été, enfin qui s'étaient fait tirer dessus après la chute de Phnom Penh.
réponse. Lorsque nous sommes entrés dans Phnom Penh, nous avons remarqué que le chaos y régnait. Les gens étaient un peu confus et les soldats l'étaient eux aussi. Tout d'abord, nos forces étaient éparpillées, étaient mal gérées. Les soldats qui n'étaient pas disciplinés, quand ils ont vu les uniformes militaires, ils les ont mis. Et donc, cela a donné lieu à des méprises et il y a eu des échanges de tirs. Certains soldats qui provenaient de la jungle étaient tellement heureux de la victoire qu'ils ont conduit des véhicules très rapidement et ont finalement fini par avoir des accidents et sont morts ainsi. Le président. Merci à tous. Le moment est venu de prendre la pause de l'après-midi. Nous allons donc suspendre les débats pendant 20 minutes et nous reprendrons par la suite. Monsieur l'audience, veuillez porter votre soutien aux témoins pendant la pause. Nous reprendrons donc à 15 h.